Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với mục trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, kỹ thuật phẫu thuật nội soi đang hết sức phát triển và được áp dụng để điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Đặc biệt trong phụ khoa thì kỹ thuật này cũng đã được áp dụng rộng rãi và đã đem lại rất nhiều kết quả khả quan. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm thông tin về kỹ thuật này cùng với vị khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn tiến sĩ bác sĩ Robert Rishi, cố vấn cao cấp của Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Good afternoon, sir. Good afternoon, Maria. Donc bonjour, je vous remercie de m'avoir invité pour cette présentation et cette introduction à la laparoscopie en gynécologie. Je vais vous faire un rapide historique de la laparoscopie en gynécologie. C'est une technique qui date des années 1975. Les premiers pionniers ont été des gynécologues. Ces gynécologues, au début, ont surtout mis cette caméra dans le ventre pour pouvoir investiguer des algies pelviennes. Et petit à petit, cette technique s'est vraiment complètement développée. Et dans les années 90, il était complètement normal et standardisé de réaliser donc des kystes de l'ovaire et des grossesses ectopiques par cette technique. D'autre part, quand on regarde l'évolution à partir de ces années 90, on a vu une progression fabuleuse de tous les équipements et de tous les instruments qui nous ont permis maintenant de faire n'importe quelle chirurgie, que ce soit en gynécologie, que ce soit dans les domaines digestifs. And what can we use this technique in? Alors, à l'heure actuelle, en gynécologie, quasiment 100% des interventions gynécologiques peuvent être réalisées par laparoscopie. Toutes celles qui peuvent être réalisées à ventre ouvert, c'est-à-dire la technique conventionnelle, peuvent être maintenant réalisées par laparoscopie. Alors, je vais vous faire un petit cas. You will ask me a question or no? No, just So repeat, I repeat from the beginning. Okay. So, donc les techniques, les différentes interventions qui peuvent être réalisées à ventre ouvert maintenant sont quasiment réalisées, peuvent être réalisées quasiment toutes, notre à 100% mais presque, par laparoscopie. Alors, je vais vous faire un petit catalogue en fait des différentes chirurgies qui peuvent être réalisées en gynécologie par laparoscopie. Tout d'abord, la chirurgie à visée diagnostique, c'est-à-dire tout ce qui est algie pelvienne avec l'endométriose, tout ce qui est bilan d'infertilité pour regarder la perméabilité tubaire, ça c'est on va dire un grand chapitre de la célioscopie à son début. Ensuite, on va parler de la chirurgie annexielle, c'est-à-dire que quasiment toute la chirurgie annexielle devrait être un standard en laparoscopie et tout ce qui est kyste ovarien, grossesse extra-utérine, pathologie de la trompe devrait être traitée de cette façon et à l'inverse, on va pouvoir dire également on peut faire ce qu'on appelle des ligatures de trompe qui rentrent dans un cadre un petit peu particulier. À côté de cette chirurgie annexielle, maintenant on a accès à la chirurgie utérine grâce à de nouveaux équipements qui permettent en fait de morceler les fibromes quand on fait une myomectomie. On peut faire également des hystérectomies grâce à ce qu'on appelle un manipulateur et en fait toutes les inventions actuellement qui ont été faites autour des instruments permettent de réaliser quasiment toutes les chirurgies possibles. Et pour finir, on va parler de la chirurgie oncologique. Cette chirurgie oncologique, pour le moment, on va dire, elle est à ses débuts, c'est-à-dire qu'elle est utilisée principalement pour faire ce qu'on appelle un staging et dans quelques cas de diagnostic très précoce, on peut assurer un traitement chirurgical quasiment complet, même pas quasiment complet, totalement complet, par laparoscopie. Et ça, c'est une véritable avancée, une avancée pour le futur. Et surtout, eh bien, pour l'instant, il n'y a que quelques teams en Asie, en Europe et aux États-Unis pour faire ce type de chirurgie, mais c'est quelque chose qui va vraiment se développer dans l'avenir. And can you go into details and describe how a surgery like this could be performed? Alors, cette chirurgie maintenant se fait de façon très standard. C'est sûr qu'il n'y aura plus de grandes incisions, on va utiliser des toutes petites incisions, ce qui est très bien pour les suites opératoires, mais globalement, le déroulement d'une chirurgie par laparoscopie se fait de façon très simple. Il faut un bloc opératoire très bien équipé, avec une colonne vidéo, avec des instruments. Ensuite, cette chirurgie va se passer sous anesthésie générale.
La première étape en fait de cette chirurgie se passe par, on va insuffler un gaz qui s'appelle le CO2, donc qui est complètement non dangereux pour les patientes. Et quand la cavité abdominale va être remplie de 3-4 litres, ce qui fait pas mal, à ce moment-là, on va pouvoir introduire une caméra par l'ombilic. Cette caméra, vous allez pouvoir voir sur la photo, hein, donc elle est ça vous permet d'avoir une vue complètement globale des différentes pathologies, du pelvis, et à ce moment-là, eh bien, on pourra décider de la faisabilité. Si on opte pour la version laparoscopique, on va introduire 3 ou 4 portes pour pouvoir mettre les différents instruments, des ciseaux, une irrigation, des forceps, un coagulateur, et à ce moment-là, dès que les portes sont mises, on va commencer à réaliser la chirurgie. Donc là, on va mettre en route un petit film hein, pour vous montrer à peu près ce qui peut être fait. Alors là, quand vous regardez bien donc, sur ce film, que moi j'ai sur mon iPad, en fait vous regardez, ça c'est la présentation d'une grossesse ectopique et d'une salpingectomie, c'est-à-dire que l'on va enlever la trompe. Là vous pouvez voir très clairement, voilà, vous pouvez voir très clairement, excusez-moi, donc l'utérus, les 2 ovaires, les trompes, et vous voyez la multitude de petits instruments que l'on montre avec différents cliqueurs. Et en fait, comme vous pouvez voir, hein, on utilise par les différents ports un forceps. Là, on utilise un coagulateur, vous voyez, donc on brûle les tissus, ce qui évite en fait les hémorragies, ce qui évite toutes ces choses-là. Et ensuite, vous allez voir, petit à petit, eh bien, on brûle, on coagule, on coupe, on évite, et vous voyez, en faisant ce type de chirurgie, il n'y a pas une seule goutte de sang dans le pelvis. Donc là, on va regarder ce petit film hein, très rapidement, hein, ça dure 2-3 minutes, donc hein, avec les différents... Alors vous voyez, ce qui est très amusant dans ce petit film, c'est que c'est quelque chose qui est fait pour les étudiants en médecine, les futurs chirurgiens, et on leur demande de prendre, c'est comme un jeu vidéo, donc on les fait faire ça sur simulateur, c'est-à-dire que l'étudiant est devant un écran, quelque chose de virtuel, et prend les différents instruments qu'il doit utiliser justement pour réaliser cette chirurgie. Alors ça, c'est pas une chirurgie réelle, mais c'est une chirurgie, ce qu'on appelle virtuelle, et c'est un moyen d'entraînement, et en fait, le seul moyen de réaliser et d'être performant en laparoscopie, c'est justement d'utiliser ces programmes virtuels et ensuite de passer sur du réel, sur des véritables patientes. Et là, ça ne change pas beaucoup, mais c'est plus stressant. Donc là, on passe encore une petite minute de ce petit film. Hein, je vous laisse regarder. Donc là, je regarde. Voilà. Hein, donc là, juste quelques secondes encore. Et vous voyez, alors on va accélérer un petit peu le process. Alors ça ne marche pas, voilà. To finish the surgery, you see, we are choosing, enfin, on choisit un instrument. Là, on est presque à la fin et vous allez voir la réalisation donc d'une salpingectomie de façon virtuelle et qui se passe exactement de la même façon en réel, sans une goutte de sang. Et vous voyez, tout se passe, on voit exactement ce qu'on fait et à la limite, même les spectateurs, enfin, tous ceux qui sont autour de vous peuvent voir la même chose. Voilà pour ce petit film. Thank you. And on this occasion, there are also some questions that are sent by our audience. So please have a look at this video. Thank you, sir. And on this occasion, there are also some questions that are sent by our audiences. So the first question which is sent is about the scars. As you mentioned, the scars after this surgery would be quite small and very quickly recovered, right? And is there any other strong sides of this surgery? Alors, c'est vrai que le côté des petites cicatrices est au départ le principal attrait entre guillemets, mais petit à petit on s'est rendu compte que non seulement les petites cicatrices faisaient partie de cette procédure laparoscopie, mais le plus important en fait c'était la qualité et les complications post-opératoires et le post-opératoire après laparoscopie. Alors c'est pour ça que je vais vous parler très rapidement en fait des bénéfices liés à la laparoscopie. Donc il y a ce problème esthétique, on va dire, et cosmétique qui est très important pour la femme, parce que c'est vrai quand vous avez une petite cicatrice comme ça au lieu d'avoir une grande cicatrice comme ça, c'est quand même beaucoup mieux à tout niveau. Alors
Le premier bénéfice, en fait, est la qualité de la chirurgie. La qualité de la chirurgie, parce que vous voyez tout directement, hein, comme vous avez pu voir, hein, c'est quelque chose de très précis. Donc, on est plus précis, on est plus compétent, on fait moins saigner. Donc, quelque part, il y a moins d'hémorragie. Hein. Tout ce que vous le faites avec minutie. Vous avez du temps pour le faire, donc c'est quand même très satisfaisant. Et le deuxième grand bénéfice, en fait, c'est le post-opératoire. Et au départ, avant d'évoluer dans des chirurgies compliquées comme on peut actuellement faire en laparoscopie, le gros côté, on va dire le point clé de cette laparoscopie était le post-opératoire, notamment avec quasiment pas de douleur. Hein, et ça, c'est vraiment très important parce que quand vous avez pas mal, vous vous mobilisez plus. Puisqu'il n'y avait que ces petites cicatrices, moins d'infections, moins de douleur, plus de mobilisation, moins de complications, ce qu'on appelle thromboemboliques. Et pour finir, une sortie de l'hôpital à 1 ou 2 jours après une kystectomie pour ovarian cyst ou 2 à 3 jours pour une hystérectomie. Donc ça vous fait un retour à domicile qui est quand même très rapide et ça vous fait au niveau des arrêts de travail et une reprise du travail qui est quand même fabuleuse. Et c'est pas parce qu'on se sent bien qu'il faut en faire trop. Donc juste un autre petit point au niveau des bénéfices. Hein. Heureusement, après cette chirurgie, on se sent bien. Et quelque part, il faut être très vigilant et se contrôler, se calmer pour ne pas en faire trop. So we were talking about advantages, and how about the disadvantages? Complication, is there any? Alors, quand on regarde, c'est vrai qu'il n'y a jamais de chirurgie sans complications. Donc on peut avoir malheureusement des petites complications. Alors il y a 2 types de complications, enfin 3, enfin 2. La première, c'est lié à la procédure, hein, c'est-à-dire que vous enleviez un utérus par voie normale ou un utérus par laparoscopie, vous pouvez avoir les mêmes complications dans les 2 conditions. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des complications spécifiques de la laparoscopie. La première, c'est en fait à l'introduction de l'optique, on fait ça en aveugle et à ce moment-là, on a des risques peut-être de perforation intestinale, de choses comme ça qui peuvent être graves, mais qui, par l'entraînement, l'expérience et le training, peuvent être diminuées quasiment à 0. Donc celles-ci, une fois que l'entraînement est bon, on peut les mettre de côté. La deuxième complication est quelque chose de surprenant puisque en fait, la chirurgie laparoscopique entraîne quasiment pas de douleur à l'endroit où vous travaillez, c'est-à-dire quand on vous enlève un kyste de l'ovaire, vous n'aurez pas mal ni à droite ni à gauche, mais vous aurez mal aux épaules. Et cette douleur aux épaules peut être entre guillemets intolérable. Et pour ça, bon, on sait que ça va disparaître en 48 heures et on n'a pas trouvé de formule magique pour faire disparaître ces choses-là. Et enfin, la troisième complication majeure, qui n'est pas une vraie complication mais qui reste une complication, c'est l'obligation de faire ce qu'on appelle une conversion, c'est-à-dire lorsque la chirurgie n'est pas possible par laparoscopie, c'est d'être obligé d'ouvrir et de faire ce qu'on appelle une laparotomie. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et notamment l'information. C'est-à-dire que quand vous proposez une chirurgie laparoscopique à une patiente, il faut bien lui expliquer qu'à 90-95%, vous serez capable de réaliser cette chirurgie par laparoscopie, mais que dans certaines conditions, parce que c'est trop gros, parce qu'il y a des adhérences, parce qu'il y a des adhésions, à ce moment-là, malheureusement, techniquement, ce ne sera pas possible et vous serez obligé d'ouvrir. Donc la patiente va être très déçue et il ne faut pas appeler ça une complication, il faudrait plutôt appeler ça un risque. Thank you very much, doctor. And now please move on to the next question. So this question is about how to take care of the patient post-surgery. Alors, le soin post-opératoire. C'est vrai que si vous avez une de vos amies ou quelqu'un de votre famille qui doit se faire opérer par exemple pour un kyste de l'ovaire et qui donc subit cette chirurgie par laparoscopie, vous allez être surpris elle aussi de voir à quelle vitesse en fait elle va récupérer. Alors, il y a 3 ou 4 petits points auxquels il faut être très vigilant. Le premier, c'est au niveau des cicatrices. C'est vrai que quand vous rentrez chez vous après 1 jour ou 2 jours d'hospitalisation, les pansements vont être enlevés, donc vous aurez 3, 4 petites incisions d'environ entre 5 et 10 mm, donc vraiment très petites. Et ces incisions, la seule chose qu'il suffit de faire, c'est de les
nettoyer. Alors pour les nettoyer, pas besoin de prendre de bétadine, de choses comme ça. Il faut prendre une douche, hein, juste les nettoyer avec du savon, bien rincer, sécher, et ce sera amplement suffisant. La précaution par rapport à ces petites incisions, c'est d'être sûr qu'elles ne deviennent pas rouges et inflammatoires. Dans quel cas, si ça devient comme ça, eh bien, il faut retourner voir votre chirurgien. En ce qui concerne la mobilité, vous allez voir le jour, dès le lendemain, la patiente donc va se lever, va vouloir en faire quelque part trop, donc elle peut reprendre toutes ses activités comme avant, mais de façon, on va dire, raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle court le marathon dès le lendemain, mais quelque part, il faut lui dire, bon, il faut reprendre des activités, il n'y a aucun problème, mais il faut être raisonnable et quelque part, votre but, en tant que famille ou ami, c'est de l'empêcher d'en faire trop. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, aucun régime alimentaire est nécessaire. Ça vraiment, il ne faut surtout pas de restrictions au niveau de la viande, des fruits de mer, des choses comme ça. Elle peut manger exactement tout ce qui lui fait plaisir. Et le dernier point, qui est sans doute pas le plus important, mais très probablement un point très important, en cas de fièvre, en cas de frisson, en cas d'un arrêt des matières et des gaz, eh bien, il ne faut pas rester chez soi, il ne faut pas se dire « oulala, qu'est-ce qui se passe ?» et attendre. Il ne faut pas hésiter en fait à retourner à l'hôpital ou retourner voir votre chirurgien directement. Mais ça, ce sont des informations en fait qui sont communes, je dirais, à toutes les chirurgies, à l'exception des petites cicatrices et à l'exception de quand vous avez une chirurgie, on va dire, faite de façon normale. L'énorme problème, c'est vous êtes cloué au fond du lit, donc vous ne bougez pas. Donc là, il n'y a pas de souci. Et là, il faut pousser la patiente donc à bouger. Là, avec la laparoscopie, au contraire, c'est l'inverse. Il faut la pousser à ne pas en faire trop. I see. And how about the complication? For sure, no one wants to have complications, right? So, is there any way for us to prevent or to reduce it after the surgery? Alors, not after, but to prevent. Alors, pour faire la prévention en fait de toutes ces complications, la chose essentielle, c'est de choisir l'hôpital qui va pouvoir qui va pouvoir amener le plus de choses favorables à votre intervention. C'est-à-dire il faut choisir un hôpital qui est parfaitement bien équipé, avec quasiment le meilleur équipement qui soit, c'est-à-dire au niveau vidéo, avoir une vue en 3D ou en 2D, mais avec sur grand écran, qui n'a pas eu peur d'investir dans des colonnes très performantes et dans des instruments qui sont très performants, hein, qui permettent en fait de travailler, de coaguler, de couper, de disséquer sans avoir de complications, c'est-à-dire sans avoir des complications électriques, sans avoir de complications parce que les instruments ne coupent pas ou ne sont pas assez performants pour réaliser ce type de complications, ce type de chirurgie. Et pour finir, hein, ce qui est important également, c'est de choisir votre chirurgien. Parce que c'est évident que si vous prenez un chirurgien débutant, ce ne sera pas la même chose que si vous prenez un chirurgien expérimenté. Donc à la fois, il faut choisir l'hôpital et le chirurgien. Il ne faut pas choisir n'importe qui. Voilà. And the last question, is there any test that patients need to do? And let's come to the last question. Is there any test that patients need to do before taking this surgery? Alors, avant toute laparoscopie, globalement, on doit suivre le processus normal comme pour une chirurgie normale. C'est-à-dire, il n'y a pas de test particulier, d'épreuve qui dit oui, cette patiente est capable d'avoir ce type de chirurgie, ce type de chirurgie. C'est-à-dire qu'avant toute intervention, il faut une consultation avec un anesthésiste, il faut connaître la patiente et c'est tout. Sinon, les autres tests, hein, ce seront des blood tests habituels. Et la seule petite chose qui peut être restrictive pour la patiente, ce sont des patientes âgées avec des problèmes respiratoires qui vont diminuer en fait la longueur de l'activité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on fait de la chirurgie laparoscopique, c'est une chirurgie qui dure plus longtemps parce qu'elle est plus minutieuse, il y a plus de temps de mise en place, il y a plus de temps de chirurgie. Et malheureusement, pour certaines personnes âgées, alors que ce type de chirurgie leur conviendrait et serait l'idéal pour ces patientes, malheureusement, on ne peut pas les appliquer parce que si ça doit durer 1h30, 2 heures, de temps en temps, on a vraiment des problèmes d'anesthésie. Donc ce qui est le plus important, c'est d'avoir une consultation
anesthésie, mais en dehors de ça, je dirais qu'il n'y a pas de précaution particulière à prendre avant ce type de chirurgie, de la paroscopie. Thank you very much for your information, doctor. Thank you for Welcome. coming to the Thank you. talk show. Thank you. Thưa quý vị, còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một vài những điểm cần lưu ý sau.